plein de belles émissions que je vous convie d'ailleurs de découvrir. Il y a des reportages, il y a l'émission d'ailleurs que drive notre ami Christophe Garibouman tous les lundis soirs sur la mafia des tribunaux de commerce. Voilà, donc je vous conseille vraiment de venir découvrir cette chaîne, partager cette chaîne aussi. N'oubliez pas quand vous pouvez faire un don, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment une chaîne magnifique. Je le rappelle, qui a été fait, et c'est pas de moi, c'est de notre directeur de chaîne, Eric Montana, qui était avec nous il y a quelques minutes, qui a toujours dit cette chaîne a été faite de bouts de bois et de morceaux de ficelle. Mais écoutez, depuis mi-décembre, alors on a eu des souffrances, oui, on nous a même coupé parfois les réseaux, enfin on a tout eu. Mais on est toujours là et on va continuer. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, vous le voyez affiché sur l'écran, je tiens à le féliciter, nous avons des chaînes partenaires comme Agora TV, qui est une chaîne fantastique en Suisse. Violette est dans la lumière. Voilà. Et eux diffusent nos programmes. Alors, on a Violette qui vient d'arriver. Bonsoir, Violette. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Elle était là, mais elle était dans le noir. Maintenant, elle est dans la lumière. Voilà. On a aussi Eliane. Bonsoir, Eliane. Voilà. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, écoutez, si la régie lance pas la pub, en tout cas, on va... C'est le spot d'été. C'est le spot d'été. Ah oui, magnifiques images. Après, bien sûr, ce préambule concernant le conflit en Ukraine, ça fait plaisir à voir, ça détend. En tout cas, je voulais aussi vous dire que la chaîne TVADP, au même titre que nous faisons ce soir avec vous, avec grand plaisir, d'accueillir un collectif, un vrai collectif qui se bat, qui s'appelle Les Parents en colère, que nous vous invitons d'ailleurs à découvrir, d'adhérer à cette association, parce que je sais que c'est des combattants, aussi bien femmes et hommes. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est dans le même esprit, vous avez vu les chaînes de télé, qui sont des chaînes de télé aussi, des confrères, avec qui nous avons passé des accords de diffusion. Et ça, c'est juste magnifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'émission sur laquelle vous êtes sera retransmise dans ces pays où nous avons des accords avec des chaînes aussi de diffusion nationale et internationale. Il faut savoir que TVADP est diffusé de plus en plus dans des pays francophones, dans le monde entier, et que c'est une chaîne qui, à terme, deviendra une chaîne internationale. Et c'est grâce à vous, grâce aux téléspectateurs et grâce à tous ces collectifs que nous invitons et qui nous font découvrir votre activité. Alors, on va donner tout de suite la parole à Violette, parce que c'est à vous la parole maintenant, Violette. Dis-nous. Là, on n'attend pas Maître Guyon. Bien, non, déjà, tu pourrais nous présenter pourquoi vous êtes là ce soir. Ah oui, d'accord. Alors pourquoi? Eh bien parce que en fait, on s'inquiète. On est beaucoup de parents en France à s'inquiéter parce que pour l'instruction en famille notamment. Donc il y a une loi qui est sortie récemment et qui, on va dire,
limite un petit peu les possibilités en fait qu'on a de faire l'instruction en famille donc chez soi. Et donc, on voulait commencer par justement un courriel que Christelle, donc, qui est trésorière, a reçu en fait récemment de la DASDEN. Donc tu vas nous lire un courrier, Violette, oui, tu vas nous lire un courrier qui a été reçu par des parents, c'est ça? C'est ça, voilà, tout à fait. Qui réponse négative. Voilà, qui souhaitent faire l'éducation scolaire de leurs enfants à domicile, c'est cela? En fait, non, c'est plus une demande de renseignement pour si jamais elle devait retirer sa fille de l'école voilà, dans l'année. Au cas où, s'il se passait quelque chose comme il y a eu pendant 2 ans avec les masques, enfin toute cette mascarade qu'il y a eu dans les établissements scolaires. Donc, en fait, avec des mesures sanitaires extrêmes qui ont, comment dire, Et alors, quelle a été la réponse? Tu peux nous lire cette lettre? Oui, bien sûr. Donc, la réponse, en fait, si votre fille commence une scolarité en établissement, elle perdra le bénéfice de l'autorisation IEF. Tu peux la lire plus doucement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. En fait, l'autorisation, elle est valable à partir du 1er septembre. Donc, si votre fille commence une scolarité en établissement, elle perdra le bénéfice de l'autorisation IEF, instruction en famille. En conséquence, et conformément à l'article R 131-11, la délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de la période du 1er mars au 31 mai inclus, pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Donc en fait, il va falloir apporter les preuves pour pouvoir sortir son enfant de l'établissement scolaire. C'est-à-dire soit apporter le motif, donc l'état de santé de l'enfant s'est détérioré suite à l'entrée à l'école, ou à son handicap, ou à son éloignement géographique. C'est-à-dire qu'on peut très bien apporter la preuve qu'on va déménager sous peu et que donc on peut le sortir de l'école le temps le temps nécessaire en fait pour que cet enfant puisse apprendre en famille. Donc il y a peut-être plus que 3 ou 4 possibilités en fait, motifs. Alors, ce soir, tu es là avec Ramon, que je salue. Bonsoir Ramon. C'est clair. Bonsoir Ramon, que je connais, qui a été l'initiateur de ce mouvement Les parents en colère. Je sais qu'il s'est beaucoup battu. Alors Ramon, par rapport à ce courrier, qu'est-ce que tu aurais à nous dire et à ce mouvement, ce collectif magnifique que vous êtes, les parents en colère? Déjà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment fait-on pour adhérer aux parents en colère? Alors, les parents en colère, on les trouve sur plusieurs réseaux quand même. On les trouve dans beaucoup de départements. Chaque département a son équipe qui est autonome en fait. On se réunit sur un Telegram admin qui nous permet à tous les départements de communiquer entre eux et donc de se passer des informations les uns aux autres. Ça, c'est le premier réseau, mais qui est interne aux admins. Après, il y a évidemment un Telegram qui est très utilisé aussi. J'en ai créé 2, un pour la discussion et un pour s'envoyer des documents les uns aux autres. Voilà. Il y a un Facebook également. Et Violette fait également beaucoup de marches pour faire connaître le collectif. Donc en association avec d'autres collectifs d'ailleurs. Et donc c'est assez simple de nous rencontrer. On a un téléphone, on peut communiquer un téléphone, on peut communiquer sous plein de formes pour nous rencontrer. On a un site internet, le regroupement des parents en colère. Et là, on a une personne qui vient de nous mettre en place lesparentsencolère.fr. Donc sous WordPress, et on est en train de se passer des codes et une méthodologie pour que tous les collectifs puissent remplir. Donc il y aura du juridique, il y aura des dossiers, il y aura beaucoup de choses sur le site internet. Voilà. Magnifique. Donc Magnifique. voilà, on est en train d'augmenter la qualité de nos réseaux en fait. Parce que c'était plus quand même des gens qui se rencontraient et qui voulaient travailler ensemble à la base. D'accord. Bon, c'est magnifique, et c'est Violette qui a repris le flambeau, c'est ça Ramon aujourd'hui? Voilà, moi j'ai donné pendant longtemps, 1 an et demi à peu près, tout mon chômage et tout mon temps pendant longtemps. Et en janvier, je tombais au RSA. Donc là, j'avais plus les moyens de continuer à financer des t-shirts et des déplacements et autres. Il fallait vraiment que je me protège.
Donc, j'avais annoncé que je voulais passer la présidence à Violette parce qu'elle était très performante dans tout ce qu'elle faisait. Et que moi, il fallait que je m'occupe un petit peu de ma vie personnelle parce que même au niveau santé, voiture et autres, j'avais tout mis de côté. Donc, voilà, ça fait quelques mois que je me suis remis à travailler et donc les choses vont mieux. Donc, je vais bientôt reprendre un petit peu plus d'assistance pour les parents en colère, mais je trouve que Violette fait ça très bien, et puis Liliane, Aurélie, et puis toutes les autres femmes du groupe sont très actives dans leur département, donc je ne voulais pas que les parents en colère, ce soit moi, en fait. Je voulais que les parents en colère, ce soit un collectif et pas attaché à une personne. Ok, ben c'est très bien. C'est très bien. Oui, enfin quelqu'un qui crée un mouvement pour les autres et pas pour les mêmes. Magnifique. Alors moi j'aurais quand même quelque chose à dire pour eux tout à l'heure. Un petit renseignement que je voudrais donner. Non, mais vas-y, pose tout de suite ta question. Est-ce que Maître Guyon est arrivé? Ben avant qu'il arrive. Bon, Comme alors, ça, je dirais pas. Parce qu'il va peut-être savoir de quoi je veux parler. Alors moi, je voudrais simplement prévenir les mamans, d'accord, qui n'ont pas d'enfants encore vaccinés, qu'il y a une précaution à prendre d'urgence, très importante. Pourquoi? Parce que pour pouvoir prouver que le vaccin, il a nui à un enfant, il faut avoir une antériorité. Et l'antériorité, elle passe par une prise de sang pour faire ce qu'on appelle un bilan génétique d'anticipation. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Normalement, c'est les pédiatres qui donnent l'autorisation de faire ce qu'on appelle un prélèvement sanguin pour faire ce qu'on appelle un prélèvement dans l'analyse de ce qu'on appelle le bilan génétique. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire chanter n'importe quelle personne qui voudrait faire vacciner votre enfant. Parce que tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas prouver après qu'il y a eu des conséquences. Donc c'est très important pour les parents, pour les gens, mais quel que soit l'âge de l'enfant ou même d'un adulte, hein, d'accord, le bilan génétique d'origine peut intégrer après le carnet de santé. Ouais, mais là, il y a quand même un problème, c'est que les grandes pharmacies, etc., les grands groupes pharmaceutiques ont fait passer une loi pour se protéger des attaques juridiques qui pourraient avoir lieu après. Donc on pourra constater les dégâts, mais on ne pourra pas les attaquer. Et ces enfoirés de politique, ils se sont fait des lois pour se couvrir eux-mêmes. Alors, donc ils avaient anticipé je suis d'accord avec toi, Ramon, mais le problème, c'est que toi, quand tu disposes d'un historique, d'accord, tu peux faire un chantage à la vaccination en disant attention, mon enfant, mon fils, ma fille, d'accord, a un bilan génétique. Alors, je ne dis pas que ça va couper court à tout, mais en tout cas, c'est une mesure qu'il faut tenir en compte. De toute façon, je pense que si on arrive à changer nos élites politiques, on pourrait faire constater que la loi qui protège les groupes pharmaceutiques n'a pas de valeur en soi, puisque les gens qui ont fait voter cette loi étaient complices de ces groupes. Et que quand deux personnes s'entendent pour faire passer des lois, pour couvrir les lois, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit juridiquement correct. Non, mais tu sais, moi, je travaille le juridique. Hein. Je peux te dire que les lois, pour qu'elles soient respectées, et je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes bien. Comment la justice, elle marche en France. Moi, je suis spécialisé dans le monde des liquidations judiciaires. D'accord? Des entreprises qu'on spolie. Il y a 450 mandataires en France qui bousillent en moyenne 50 000 entreprises par an. D'accord? On leur vole leur patrimoine, on leur vole leur maison, on leur vole... Mais tu sais qui c'est qui rachète l'immobilier en priorité à des prix privilégiés? Ce sont les juges, les procureurs et les présidents de cour. Ils ont fait la même chose en Polynésie. Et tu crois qu'après la justice, elle va suivre? En Polynésie, les Juventins et autres, tous les notaires, les notables de là-bas, ont détourné les cadastres des Polynésiens. Ils se sont emparés de vallées entières, de terrains entiers. Et comme les Polynésiens ne savaient pas qu'ils avaient des délais de recours sur le cadastre, aujourd'hui, ils les ont expropriés de manière complètement illégale. Voilà, et de une loi qui s'applique qu'aux gens au pouvoir, par exemple, la loi de Hitler le couvrait en fait. Mais en fait, ça n'avait aucune valeur, ces lois, puisqu'il les a votées dans un monde de folie. Donc, le jour où on retournera le système, on pourra toujours s'attaquer à ces lois qui n'avaient aucune... Oui, bien sûr. Non, mais faut se battre tout le temps. Hein. Tout le temps. Voilà.
C'était un alors, aparté, excusez-moi mesdames, mais c'était pour que vous non, soyez non, bien non, au non, non, courant. non, c'est quand même très important que tu aies informé les mamans. Alors, je voudrais, avant, on a Maître Guyon qui est en studio, on va attendre quelques secondes, parce que je voudrais quand même, avant de faire arriver Maître Guyon, euh, on a Liliane et Aurélie. Est-ce que Liliane, par exemple, tu pourrais nous dire quel est ton rôle au sein de ce magnifique collectif des parents en colère? Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Liliane Thomas. J'ai rencontré Ramon le 17 juillet de l'année dernière sur Paris. Et quelques jours avant, je me suis dit ce serait bien qu'il y ait un collectif dans les Vosges. Du fait que nous sommes là avec mon époux depuis 6 ans. Et il s'avère que nous sommes grands-parents de cœur, vous voyez, de 3 garçons. Et le sujet de la vaccination tout particulièrement m'interpelle. Et je m'étais dit, ça serait bien que, en tant que grand-mère de cœur, les gens puissent être au courant parce qu'on voit vraiment qu'il y a une désinformation sur le sujet de la vaccination classique d'une part et d'autre part sur cette thérapie génique. Et nous voyons bien que vraiment les médias font une mauvaise propagande. Hein. Vraiment, ils ont fait ce qu'il fallait pas faire. Ils ont transmis le virus de la peur. Et donc, j'ai été en contact avec Aurélie. Et c'est comme ça qu'on a ensemble œuvré et commencé. Et il y a un essor qui se fait, c'est vrai, dans les Vosges. Il y a une dynamique et c'est très bien. Alors ça c'est super. Alors qui est la trésorière de ce mouvement? C'est Aurélie? Non, c'est Christelle, elle est pas là. Christelle. Christelle. Ah, c'est Christelle. Bon, Alors alors Aurélie, elle fait quoi? Aurélie, elle fait quoi? Non, alors je disais ça parce que nous, on a bien sûr besoin de dons au sein de l'Alliance du Peuple et de TVADP, mais on n'oublie pas aussi les autres collectifs qui avaient tout autant besoin que nous de dons. Et donc n'hésitez pas pour information, Violette, comment on fait pour faire un don aux parents en colère? Je voudrais donner la parole à Aurélie. Alors Aurélie, quel est ton rôle au sein de ce collectif? Alors bonsoir à tous. Ben moi je suis un peu comme Liliane, on va dire. On n'a pas vraiment de rôle au niveau local. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de leader. Il y a pas de. On est tous sur le même pied d'égalité. Donc voilà, on est le point de départ avec Liliane. Oui, on s'est trouvé et puis on a commencé à mobiliser des parents, des grands-parents, des citoyens. On a commencé dans les manifs, je dirais. C'est par là que j'ai rencontré Liliane. Et puis ensuite, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'aider les parents qui, comme moi, avaient de gros problèmes. Moi, c'était vraiment les masques à l'école, les mesures instaurées dans le milieu scolaire qui sont, qui étaient et qui sont encore en suspens, on va dire. Mais voilà, donc on a cherché des idées qui ont commencé à se mobiliser voilà, dans la rue, devant les écoles et plus particulièrement maintenant, on va dire, devant les hôpitaux, les EHPAD. Et on a aussi fait des vaccibus, pas d'autres, l'inspection de l'académie, on est allé devant le rectorat, enfin voilà, on essaie d'être un peu partout là où il y a besoin. Ben, c'est super, c'est super. D'ailleurs, j'ai proposé à Violette de venir faire connaître les parents en colère au sein du chapiteau qui est en train de se créer, parce qu'il faut que vous vous développiez, il faut que vous soyez partout dans toute la France. Alors, on va accueillir Maître Guyon, donc vous avez cet avocat qui est déjà venu sur notre chaîne de télévision, donc si la technique veut bien le faire monter, nous allons accueillir Maître Guyon. Comment allez-vous, Maître? Bonjour, Maître. Bonsoir à tous. Merci. On ne vous entend pas, vous avez votre micro peut-être de coupé. Non, normalement, Alors, on vous entend. Là, je vous entends. Vous m'entendez? Bonsoir à tous. Merci encore de votre invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir dans votre émission. J'espère que vous êtes également en forme. Je sais qu'il est déjà 21h30 et que pour certains, la journée a probablement été déjà très longue. Oui, oui. On a des techniciens qui travaillent jusqu'à 12 heures par jour au sein de cette chaîne. Des bénévoles, hein, je vous assure, c'est incroyable. Et c'est vrai que, bien écoutez, il faut tout faire pour que la chaîne continue. Vous avez vu que, je le disais en préambule,
Aujourd'hui, d'autres chaînes de télévision nous ont rejoints, c'est magnifique. On est diffusé en Europe, on est diffusé dans le monde entier, dans les pays francophones, et ça, c'est fantastique. Donc, on vous laisse la parole, maître. Vous êtes donc l'avocat des parents en colère, c'est ça? Vous les aidez? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a fait notamment une action sur laquelle on a travaillé plus particulièrement, qui était de contester en fait les prises de position publiques prises par des médecins lors d'émissions de grande écoute, sur laquelle ils ne faisaient preuve à aucun moment finalement d'une part de leur conflit d'intérêt, d'autre part de nuances ou de notions de connaissances avérées, comme ça a pu être le cas et qui a été reproché à des médecins qui étaient moins enclin en tout cas à s'engager dans un processus vaccinal. Et donc nous avons saisi l'ARCOM, l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pour demander d'enjoindre à ces émissions de télé de faire preuve un peu plus de nuance et d'inviter des vrais contradicteurs à ces médecins de plateau qui bien souvent déballaient le même discours que celui qu'on a connu pendant 2 ans, en faisant preuve souvent un petit peu d'amphore, un petit peu d'une aggravation peut-être un peu théorique de la situation sanitaire afin de transmettre ce virus de la peur que vous avez évoqué tout à l'heure. Et donc on a eu un rejet de la part de l'ARCOM qui a considéré que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et avec l'association des parents en colère, nous avons saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'ARCOM de prononcer des mises en demeure à l'égard de ces chaînes d'information pour qu'on ait un débat un peu plus nuancé, un peu plus contradictoire, un peu plus proche finalement de la réalité. Pouvez-vous nous préciser pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est quoi l'ARCOM? Alors l'ARCOM, c'est l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est le gendarme finalement des émissions de télévision. C'est elle qui doit s'assurer que les principes de transparence, d'égalité, de non-discrimination soient appliqués par les chaînes d'information, les chaînes de télévision dans l'ensemble des programmes que nous pouvons avoir, mais également pour les radios, ça concerne également les radios. On sait, vous et moi, que le CSA a été remplacé par l'ARCOM, mais qu'en fait, en ce qui concerne l'égalité, en tout cas, et les inégalités de temps de parole, notamment, on l'a vu lors des dernières législatives, ils se foutent vraiment de nos gueules, quoi. C'est absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'en fait, rappelons quand même aux Français qu'ils payent une cotisation annuelle qui est une taxe sur la télévision, et que normalement cette chaîne de télé est au peuple, elle leur appartient et qu'ils n'en ont pas accès. C'est pas vrai. Nous-mêmes avons demandé à avoir une audition auprès de FR3, c'est absolument impossible. Donc l'ARCOM, ça sert à rien, quoi. Ça sert à faire leur com à eux, c'est tout, quoi. Il faut peut-être aussi penser. L'ARCOM fonctionne quand même, mais elle fonctionne elle sanctionne des choses qui sont véritablement problématiques. Voilà. Finalement, ce qui est vraiment en profondeur ne le fait pas, c'est l'affichage. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce soir, vous êtes venu avec la présidente de l'association Violette, justement pour mettre en avant certaines choses, et notamment, nous, ce qui nous inquiète surtout en tant que personne vivant en France, que va-t-il se passer pour vous à la rentrée? Est-ce que les familles qui ne veulent pas faire vacciner les enfants vont être dans cette obligation? Vous, en tant qu'avocat, quel est votre sentiment pour la situation qui va arriver au mois de septembre? Que va-t-il se passer? Je ne vous demande pas d'être Madame Soleil, mais est-ce que vous pouvez juridiquement nous dire quels sont les points d'appui sur lesquels les familles, dans le cadre de ce collectif Parents en colère, est-ce qu'elles pourront être soutenues avec les parents en colère et par vos services? Dites-nous un petit peu, essayez de nous sécuriser un petit peu pour la rentrée, là. Alors vous sécurisez, je ne sais pas, mais en tout cas vous expliquez un peu la situation. Alors sans faire de prédiction, je ne suis pas prophète, je ne pourrais pas vous dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je peux déjà vous dire ce qu'il en est. En septembre 2021, le pass sanitaire a été instauré, enfin il était déjà instauré depuis un mois, mais il est entré en vigueur surtout pour les enfants à partir de septembre 2021. Et il a eu vocation à régir les activités de la vie courante à partir de 12 ans. Ce pass sanitaire est devenu vaccinal
à partir de janvier 2022, c'est-à-dire qu'on a retiré la possibilité de pouvoir démontrer la preuve de la non-contamination par des tests PCR ou des tests antigéniques. Il restait quand même possible la contre-indication médicale, le schéma vaccinal complet, renouvelable à l'infini, comme on l'a compris, et le certificat de rétablissement qui est la preuve d'une contamination qui vous donnait une immunité pendant 6 mois, 4 mois depuis le 15 février 2022. Ce pass sanitaire devenu vaccinal ne concernait pas le service public de l'éducation. Mais on s'est aperçu quand même que dès que vous aviez une sortie scolaire, dès que vous aviez des activités sportives dans des lieux dans lesquels on appliquait le pass sanitaire ou le pass vaccinal, en réalité, ils se retrouvaient soumis dans les faits à l'application du pass sanitaire et du pass vaccinal. On a contesté ces mesures devant le Conseil d'État avec l'association Enfance et Liberté. En grande partie, le Conseil d'État a validé notre interprétation des textes tout en rejetant effectivement les critiques qu'on y faisait, notamment au regard de l'application qu'en faisait l'administration. En fait, le Conseil d'État a une tactique qui est assez drôle, si on peut le dire comme ça, qui est de dire qu'en réalité, le problème ne vient pas des textes, il vient de l'administration. Et finalement, ça règle le problème de savoir comment l'administration applique le texte. Elle dit simplement le texte laisse une marge de manœuvre à l'administration. Si maintenant l'administration l'applique mal, faites vos recours au niveau local devant les juridictions que sont les tribunaux administratifs. Le problème, c'est que le recours en justice, ça a un coût, ça prend du temps également. Les premiers recours que j'ai faits avec des parents concernant les décisions d'exclusion qui étaient prises à l'encontre d'enfants qui avaient des certificats de contre-indication au port du masque ne sont toujours pas jugés. Ça fait déjà un an et demi que ces recours ont été engagés. Donc on attend effectivement ces premières décisions pour savoir un peu ce que l'on va nous dire. Juridiquement, je pense que nous avons raison. Le Conseil d'État l'a dit. Il nous a dit quoi? Il nous a dit il ne revient pas au directeur d'établissement ou au médecin scolaire d'apprécier la validité d'un certificat médical. En d'autres termes, si un médecin vous dit l'enfant a besoin d'une contre-indication médicale au port du masque, l'appréciation du médecin doit s'imposer à l'administration. Et s'ils ne le font pas, ils commettent une illégalité, sachant que le Conseil d'État a bien précisé qu'il n'y avait pas de condition de forme pour ce certificat médical. Les tribunaux en référé fixent des conditions de forme à ces certificats. Je pense qu'effectivement, dans quelques années, lorsque nous irons devant le Conseil d'État rappellera sa propre jurisprudence, qui est de dire l'autorité médicale s'impose à l'autorité administrative. Il n'y a pas besoin de fixer une quelconque forme, et en exigeant une quelconque forme, le juge administratif et l'administration commettent ce qu'on appelle une erreur de droit, une illégalité. Donc, le meilleur reste à venir, il ne faut pas perdre espoir. Alors, je voudrais redonner la parole à Violette pour recadrer aussi l'émission de ce soir. Violette, donc tu as la parole. Oui. Maître Guillon, en fait, la question qui se pose, en fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent, notamment, donc, on a reçu donc un courriel, une inspection académique qui dit concernant la perte de l'autorisation de droit si l'enfant va à l'école au 1er septembre. C'est-à-dire que en fait, ils ont demandé l'autorisation donc avant le 31 mai pour l'instruction en famille. Ils ont reçu l'autorisation, mais juste après, ils décident par exemple de mettre l'enfant à l'école parce que les mesures se sont calmées, on va dire. On voit bien qu'il n'y a plus besoin de porter le masque pour aller à l'école, il n'y a plus besoin de se séparer de ses pairs. Et donc les parents prennent un risque. Donc, ils les remettent à l'école, à leur enfant, et cette fille commence une scolarité donc, en établissement et elle perdra donc le bénéfice de l'autorisation instruction en famille. Est-ce que c'est possible de faire un recours dans ces cas-là? Comment ça se passerait si jamais il fallait... si on avait la possibilité, est-ce qu'il existe une possibilité, à part qu'il faut qu'elle soit en état de santé, en mauvais état de santé, un handicap, un éloignement géographique, est-ce qu'on pourra se prévaloir de quelque chose de plus concret pour que l'enfant puisse sortir de l'école? Alors, je finis justement ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on va y venir, je ne change pas de terrain. Pourquoi je vous parle du pass sanitaire, du pass vaccinal et du port du masque? Parce qu'aujourd'hui, on voit tous les indicateurs dans les médias qu'à la rentrée prochaine, il est assez évident que le port du masque va être réinstauré, qu'un pass sanitaire va certainement être réinstauré également, et que
peut-être ne concernera-t-il pas directement les activités scolaires, mais il s'appliquera aux enfants dès 12 ans, voire peut-être même dès 6 ans, parce que c'est le sens, en tout cas, des informations que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce rappel, parce qu'il ne faut pas penser que l'année 2022 sera une année normale. Il n'y a aucun indicateur qui l'annonce. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas prédire quelles seront la nature des mesures, mais en tout cas, les indicateurs aujourd'hui sont ceux-là. Si vous avez une autorisation d'instruction en famille, je vous conseille aujourd'hui de la conserver. C'est véritablement un vrai conseil. Et puis vous verrez en 2023 si les choses sont effectivement un peu différentes, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir politique est un petit peu différent à l'Assemblée, même si on a vu que la motion de censure n'avait pas été adoptée. À ce moment-là, en 2023, vous pourrez voir s'il est utile ou non de pouvoir effectivement mettre votre enfant à l'école et ne pas utiliser le bénéfice de l'instruction en famille. Donc, on commencerait en septembre, par exemple, avec une instruction en famille et on déciderait un peu plus tard si les conditions sont... Moi, le principe de prudence, si vous avez l'autorisation, utilisez-la. Vous verrez dans les prochains mois si effectivement on rétablit ou non les mesures. Le sens de l'histoire aujourd'hui, avec tous les articles de presse que je viens de voir passer sur le nombre de morts, 150 000 morts, depuis quand, comment, qu'est-ce, on n'en sait rien, mais ils nous ont sorti ce chiffre. Les masques, Estrosi a réinstauré le port du masque, notamment à Nice. Bon, on a heureusement des confrères et moi-même qui avions fait un recours contre cet arrêté. Il a été suspendu et il sera annulé dans les prochains mois grâce à un des recours qu'on a déposé. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais vous voyez quand même que le sens de l'information qu'on a est le retour des restrictions. On attend que la loi du 31 juillet soit adoptée au plus tard, et on sait très bien qu'on aura une série de mesures de restriction de liberté qui vont s'imposer. Alors peut-être pas aussi fortement qu'en 2021, parce qu'encore une fois, les forces politiques ne sont pas les mêmes, mais il est évident que vous allez avoir, à mon avis, de la nouveauté à partir de 2022. Donc utilisez votre instruction en famille. Si jamais vous ne l'utilisez pas, vous pourrez contester la décision de retrait de cette décision d'instruction en famille. C'est un retrait, et un retrait doit intervenir dans des conditions particulières. Donc à partir de ce moment-là, vous pourrez contester. Mais rappelez-vous une chose, je ne sais pas si c'est dans cette émission qu'on l'avait évoqué, le principe est le suivant, il est très simple. L'administration prend des décisions qui sont présumées comme étant légales. Et au nom du principe du privilège du préalable, ces décisions, dès lors qu'elles sont édictées, doivent immédiatement s'appliquer. C'est-à-dire qu'elles peuvent être manifestement illégales. D'abord, vous remettez votre enfant à l'école, et ensuite, vous contestez devant un juge, et le juge vous dira « oui, vous avez raison » ou « non, vous avez tort ». Mais vous devez d'abord exécuter la décision, et ensuite la contester. C'est comme ça que ça doit se passer. Si vous ne le faites pas, vous exposez effectivement une sanction pénale. Alors, je voudrais intervenir pour avoir quand même une précision. Et je m'adresse aussi à Ramon. Ramon, aujourd'hui, je fais partie de ces personnes qui sont à l'ouest concernant les obligations des parents. Bon, moi, mes enfants sont adultes aujourd'hui, mais je me mets à la place de familles qui ont 2, 3, 4, 5 enfants. Ont-ils le moyen d'être protégés, en tout cas de s'informer avec ce collectif Les Parents en Colère, cette association, c'est même plus d'ailleurs un collectif, c'est une association aujourd'hui, je tiens à le dire. Quels sont les moyens que vont avoir ces parents, que peuvent-ils faire? Ils s'adressent à qui? À Violette? Vous avez un numéro de téléphone où on peut vous appeler? Comment fait-on? Alors, le plus simple, évidemment, c'est Violette qui connaît très très bien l'IEF, et quand j'étais actif dans l'association ou le regroupement, dès qu'on parlait de l'IEF, je disais Violette. Parce que Violette a poussé très loin sa connaissance des textes et de comment intervenir et comment juridiquement pouvoir obtenir l'IEF. Donc je pense qu'on a une très grande diversité dans les parents en colère et que la vraie spécialiste, c'est elle. Maintenant, le problème qu'on a toujours, c'est dans ce qu'on appelle la résistance, en fait, c'est la communication des informations. On a tellement de réseaux, on a tellement de ci, de ça, qu'on est petit chacun. Et on n'arrive pas à taper une information à grande échelle qui permettrait de toucher aussi des gens qui soient hors de nos réseaux, en fait. Donc, moi, c'est de ça aujourd'hui. Je l'ai proposé encore aujourd'hui à Violette. Oui. En fait, parce que ce qui est dramatique, quelque part, que ce soit vous d'ailleurs, collectif Les Parents en Colère, mais il y a des collectifs qui sont spécialisés dans le juridique, il y a des collectifs qui sont spécialisés dans la désobéissance civile, il y en a qui sont spécialisés dans tout ce qui est autonomie, mais
le problème, c'est qu'ils restent dans leur coin, ils ne veulent pas se faire connaître. Donc nous, on vous demande, on vous dit, mais faites-vous connaître, parce qu'il faut impérativement que des collectifs comme vous grandissiez, et pourquoi pas que vous puissiez aller aider les Italiens, les Anglais, les Allemands, les Belges, parce que ça n'existe peut-être pas dans ces pays-là, et qu'on est là pour ça, pour vous faire connaître. Mais je vais te répondre de manière un petit peu plus stratégique et plus globale. En France, les problèmes ont commencé il y a 3-4 ans. Moi, j'ai commencé mon conflit il y a 25 ans contre Gaston Floss, puisque je t'en ai parlé, j'ai été racketté par les douanes françaises, j'ai été menacé de mort. Il m'est arrivé beaucoup de choses. Hein. J'ai accepté de faire une grosse société qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour m'opposer à eux. On a réussi à finir par les renverser en faisant appeler à la population à voter indépendance en Polynésie. Voilà. Bon, après, je n'ai pas voulu les soutenir davantage, puisqu'on m'a demandé de maintenir le système véreux que j'avais fait tomber en le mettant au profit des nouveaux. Voilà. Donc, la politique, voilà où ça mène. Donc, moi, c'est une expérience personnelle d'années et d'années, et je pense que sur un échiquier, nous sommes des pions, que quand on veut jouer aux échecs contre la partie qui est en face, on n'a pas les pièces, et que donc, il faut commencer par des pièces sur l'échiquier, parce que les combats ne sont pas les mêmes. Quand on voit, par exemple, la télévision ADP, le temps que tu prennes de l'ampleur sur le marché français et qu'on voit le nombre de chaînes de télévision dont dispose le gouvernement et l'impact qu'il a, on voit bien qu'on ne joue... Sinon, on a des pions, lui, il a des tours en veux-tu, en voilà, et les dames, on ne sait pas combien si on joue aux échecs. Donc, je suis venu en France pour lancer mon système informatique dont je t'ai parlé déjà plusieurs fois, pour prendre le contrôle du web. Beaucoup de gens sourient un petit peu, mais avec le temps, les gens commencent à m'écouter. Je suis à Paris aujourd'hui, je me bloque 1 an à Paris pour trouver des financiers, parce que je pense qu'il faut prendre des moyens de contrôle qui nous permettront de communiquer beaucoup plus massivement. Alors c'est très bien, TVADP, c'est pour ça que je suis là, et je vous félicite de tout ce que vous faites, parce que ça ouvre des esprits. Le problème, c'est quel est le temps qu'il faut pour propulser des médias à un impact, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Donc, et des enfants qui sont menacés de vaccination. Donc, j'en ai déjà parlé, hein, on a eu des réunions, j'ai appelé à créer ce que j'appelais un quartier général des moyens de communication, et je pense qu'il faut qu'on se diversifie dans les systèmes de communication. Donc, moi, aujourd'hui, je me suis mis en pause, parce que j'ai besoin de faire ce pourquoi je suis venu en France. Je suis venu il y a 5-6 ans déjà, avant même que c'est gros problème, pour créer mon système, et donc je suis impliqué là-dedans. Voilà. Donc Violette, je lui ai donné le feu vert, et moi pas le feu vert, puisque elle n'a pas besoin de mon feu vert pour agir, mais je lui ai dit que j'appréciais énormément qu'elle se rapproche de toi, parce que je pense que tu es quelqu'un de moralement impeccable et que tu vas dans la bonne direction. On s'est testés tous les uns les autres, hein. Ça a été une période que Macron a permis. Et maintenant, voilà, on s'appuie sur les gens qui nous donnent confiance, ceux qui veulent agir. Et voilà, donc moi je dis à Violette, fonce. Et puis. Alors Violette. Oui. Violette. Ramon, juste une petite seconde, excuse-moi Violette. Oui. On a eu un message qui nous est tombé à la technique de Gérard Camberlin qui te fait un coucou, qui te salue, et je me fais son porte-parole. Voilà. Le message sera passé. Violette, je t'en prie. Oui, en fait, j'avais d'autres questions pour Maître Guyon. Donc, si nous nous unissons réellement en tant que parents et que nous décidons de sortir ensemble au même moment de l'établissement scolaire nos enfants, car déçus par les pratiques de l'éducation nationale, donc dès la rentrée, la désobéissance civile de plusieurs milliers de parents serait-elle punissable, et quelles peines encourons-nous? Parce que bon, il y a quand même des problèmes en ce moment d'enlèvement d'enfants. On vient enlever les enfants au domicile. Donc, je voulais savoir, est-ce que ce serait punissable si on était plusieurs milliers, et quelles peines on encourt en fait en tant que parents responsables de nos enfants? Alors oui, c'est punissable pénalement parlant. On avait évoqué la peine, je crois la dernière fois, je l'avais évoqué. J'essaie juste de retrouver le texte, article 227-17-1. C'est donc une peine de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. La question de la désobéissance civile n'est pas un justificatif, n'est pas un fait justificatif de l'infraction pénale. L'infraction pénale reste constituée, et la peine que je viens d'évoquer reste la peine encourue. Est-ce qu'on va les mettre des parents en prison? Certainement pas. Mais il y a quand même une amende dissuasive de 7 500 €. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que parents si on voit que, il y a certainement des actions possibles qui nous permettraient quand même de reprendre des droits sur nos enfants quand même, non?
L'instruction en famille, si effectivement au sein d'une même école, on a plusieurs parents qui demandent l'instruction en famille et qui l'obtiennent, vous êtes en train de vider une classe, donc potentiellement vous avez un pouvoir de pression auprès du maire pour lui essayer de lui expliquer que là, il va falloir faire preuve un peu de souplesse. Maintenant, l'administration est toujours un peu finalement entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'on demande à la fois à des professeurs d'appliquer les mesures sanitaires, et d'un autre côté, on leur demande aussi de faire preuve de discernement. Or, on est d'accord, la plupart du temps, la plupart des gens ont du mal à faire preuve de ce discernement. Le Conseil d'État l'a rappelé dans sa décision du 29 avril dernier, il a très bien rappelé qu'il y avait une part de bon sens, une obligation de discernement de la part de l'administration lorsqu'elle appliquait les mesures sanitaires à l'égard des enfants. C'est marqué dans son arrêt. Je dois publier cet article sur mon site internet et vous allez pouvoir y accéder. Vous verrez que c'est marqué noir sur blanc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une administration qui peut être extrêmement virulente, féroce à l'encontre de ses agents, et on a des professeurs qui sont complètement dépourvus de sens critique, complètement dépourvus de libre arbitre parce qu'ils veulent absolument rentrer dans le moule et ne pas faire de vagues. Vous avez aussi des parents qui demandent à ce qu'on applique les mesures sanitaires avec une extrême rigueur. Et les professeurs sont entre ces deux flux. D'accord. Oui, Violette, continue parce que je sais que tu avais d'autres questions. Oui, j'avais d'autres questions par rapport à l'obligation vaccinale, surtout en fait. L'obligation vaccinale pour les enfants est-elle passée? Et surtout, les laboratoires n'ont pas renouvelé leur autorisation de mise sur le marché. Cela est illégal. Et que se passe-t-il si on refuse la vaccination Action pour nos enfants? En fait, si on décide d'agir contre la vaccination, comment on pourrait être puni? J'imagine enlèvement d'enfants ou quelque chose comme ça. Voilà, j'imagine. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vaccination obligatoire Covid-19 pour les enfants. Et ça ne semble pas être à l'ordre du jour pour le moment. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un risque d'obligation vaccinale pour les enfants, en tout cas, ce n'est pas d'actualité. Oui, mais est-ce qu'il y a un risque, maître? Comme toujours. Bien sûr, comme toujours. Les lois, ce sont les hommes qui les font. On a vu s'instaurer le pass sanitaire, le pass vaccinal. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, mais en mai 2021, lorsqu'on parle du pass sanitaire, la version quand même édulcorée, c'est-à-dire la version où vous pouvez quand même rapporter la preuve de votre non-contamination par un test PCR ou un test antigénique, c'était encore assez souple, il y avait 72 heures, eh bien, on nous avait évoqué que ce pass sanitaire se cantonnerait aux grandes activités, aux grands rassemblements et pour les voyages à l'étranger. Et on nous avait dit, vous inquiétez pas, ce sera vraiment pour des activités assez particulières. Et je me rappelle avoir participé à une conférence et discuté avec une conseillère d'État qui m'avait effectivement expliqué, lors de son intervention, qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de risque que le pass sanitaire devienne un sas pour les activités de la vie quotidienne. Une sorte de moyen de réguler les activités de la vie quotidienne. Vous avez expliqué que ce n'était pas possible. Et que c'était uniquement à cette condition, parce que le pass sanitaire était limité dans le temps et limité dans son champ d'application, que le Conseil constitutionnel l'avait accepté. Bon, peut-être une semaine ou deux après, le président de la République a annoncé publiquement, lors de son allocution, il y a un an, jour pour jour, le 12 juillet 2021, que le pass sanitaire pour les activités de la vie quotidienne. Eh bien, à partir de ce moment-là, effectivement, on a vu que tout était possible. Et les députés de la majorité ont voté aux ordres en une semaine des textes qui, aujourd'hui, doivent faire l'objet d'une application par les juridictions de choses qui n'avaient pas du tout été prévues. Exemple, la suspension des soignants pendant un arrêt maladie. Pas du tout été prévu, ça. Aujourd'hui, moi, j'ai dans un dossier une soignante qui a gagné en justice pour être réintégrée, bien que ne satisfaisant pas à l'obligation vaccinale. Et je me retrouve avec un employeur qui, d'une part, doit respecter l'obligation vaccinale, qui est de dire vous ne faites pas travailler vos agents s'ils ne respectent pas l'obligation vaccinale, et d'autre part, l'obligation d'exécuter une décision de justice. Et ces deux obligations sont contradictoires. On appelle la fatalité. C'est quand vous êtes confronté à deux impératifs contradictoires que vous devez exécuter en même temps. On se retrouve dans des situations totalement parce que ce sont des textes qui ont été votés avec les pieds, qui ont été votés dans la foulée, et on n'est pas à l'abri qu'à l'avenir, le Parlement prenne des mesures aussi stupides. Alors, juste parce que vous avez cité le mot « le Parlement », est-ce que vous pensez qu'avec ce Parlement où nous avons le Rassemblement national et la NUPES, est-ce que vous pensez effectivement que Macron va avoir
toutes les possibilités qu'il avait l'année dernière. Est-ce que ces gens-là, qui sont pour nous, on va dire, des concurrents, qui sont l'opposition, est-ce qu'ils vont voter ces lois liberticides qui ont été votées l'année dernière? Parce que là, c'est gravissime quand même. Là, encore une fois, hein, je n'ai pas de prédiction à faire là-dessus. Ce que l'on peut dire, c'est que la NUP, la NUPES et le Rassemblement national sont des frères ennemis. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ils peuvent être frères ennemis. Est-ce qu'ils sont capables de s'entendre sur des sujets aussi fondamentaux que la réintégration des soignants? Rappelons quand même aujourd'hui qu'on a encore 15 000 soignants qui sont suspendus sans rémunération, dont certains depuis 9 mois consécutifs. En septembre, on sera peut-être à une année de suspension sans rémunération. Je rappelle que la suspension sans rémunération, ce n'est pas une mesure de licenciement. Vous êtes dans l'obligation de conserver votre travail à l'hôpital. Vous n'avez aucun droit d'aller travailler ailleurs. Vous ne percevez aucune indemnité. Vous ne percevez aucun chômage. Et vous n'avez pas le droit de bénéficier du RSA. Vous n'avez aucun revenu. Je le rappelle parce que ce n'est pas clair dans l'esprit de beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Mais la suspension sans rémunération, c'est ça. C'est la mort civile. Vous n'existez plus socialement, vous n'avez plus aucun revenu. On a 15 000 personnes qui sont toujours effectivement suspendues. Les parlementaires ont été élus aujourd'hui depuis quasiment 3 semaines. Je n'ai pas vu un projet de loi qui va aboutir. Je sais que des sénateurs ont déposé une proposition de loi pour faire voter la réintégration des soignants. Je n'en ai plus entendu parler par la suite. Je ne sais pas si la NUPES et le Rassemblement national vont réussir à se mettre d'accord sur cette mesure importante. Et par conséquent, je ne sais pas s'ils seront ensemble une vraie force d'opposition. Ensemble, c'est évident que Macron aura une marge de manœuvre très limitée. Par contre, s'ils ne réussissent pas à se mettre d'accord, chose que je pense qu'il va être très difficile à faire, je pense que Macron aura quand même les coudées larges et pourra faire voter la plupart des textes. Eh bien, écoutez, je voudrais juste prendre 30 secondes pour ces 15 000 soignants, leur dire qu'au niveau du site internet de l'Alliance du Peuple, on propose des emplois pour les soignants, ces fameux soignants qui n'ont pas de revenus. On a des entreprises qui proposent des emplois à tous les infirmiers, les infirmières. On a créé également un réseau social immobilier. N'hésitez pas à y aller. Réseau social immobilier sur Internet et sur l'Alliance du Peuple. Écoutez, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir participé à cette émission. On n'arrive jamais, bien sûr, à voir tous les sujets, n'est-ce pas, Violette? Je suppose que tu as encore plein de questions à poser. Mais écoute, notre chaîne te sera toujours ouverte. Je vous suggère encore une fois de venir participer à ce grand mouvement citoyen qui est en train de naître, qui s'appelle le Chapiteau. Venez participer, faites-vous connaître. Et j'espère qu'on vous reverra très bientôt sur notre antenne. La télé est à vous, à tous les collectifs. Et Maître Guyon, sachez aussi que vous serez toujours le bienvenu. Est-ce que vous pouvez juste en 30 secondes nous rappeler, vous nous aviez parlé la dernière fois d'une possibilité pour les gens de se connecter sur Click Connect, c'est ça? Je crois que c'est ça. Click and Justice. Écoutez, effectivement, Click and Justice, qui est en fait la possibilité d'obtenir justice en quelques clics. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de permettre à des personnes qui aujourd'hui n'auraient jamais les moyens financiers de pouvoir se payer les services d'un avocat, de pouvoir bénéficier d'une prestation juridique qui est individualisée, dans des conditions financières extrêmement favorables et avec une vitesse d'exécution qui est inégalée jusqu'à maintenant, puisqu'en fait, lorsque vous passez votre commande sur le site, vous avez la livraison du projet qui est immédiate et ensuite une relecture pour adapter, vous savez, sur les petits Rappelez-nous le nom, s'il vous plaît. Click and Justice. Attendez, si vous avez 30 secondes, je vous envoie le lien. Voilà. Et l'objectif de notre site, ce sera et j'espère que nous n'aurons pas besoin de ça, hein, c'est vraiment, mais si jamais c'était le cas, par exemple, pour les enfants qui vont se retrouver une nouvelle fois bâillonnés, peut-être sur l'application du pass sanitaire pour notre activité de la vie courante, eh bien, de permettre d'avoir une possibilité de saisir la justice directement grâce à notre plateforme, et ce, avec un réseau d'avocats qu'on est en train de constituer partout en France. Donc, ça veut dire que lorsque vous vous adressez à Click and Justice, vous ne prenez pas contact avec un avocat, vous prenez contact avec la 50aine d'avocats qui composent ce réseau. Et donc ça, effectivement, c'est un outil que nous n'avions pas lors de la première vague et lors des vagues successives.
Et vous aussi, maître, je vous convie fortement de venir adhérer à ce grand mouvement citoyen pour vous faire connaître. Parce que le drame, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'on a plein de familles qui manquent d'informations. En tout cas, merci du fond du cœur de votre participation. Merci Ramon d'avoir été là. C'est vrai qu'on sera très très heureux aussi de t'accueillir. Merci à Aurélie, merci à Liliane, merci bien sûr à Violette. Et je vous dis à mardi prochain. Bonne soirée à tous. Et merci à la technique. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.